France Info et France 24 présentent Bonjour, elle prête déjà son territoire à l'offensive que mène depuis l'année dernière l'armée russe en Ukraine. C'est un pas supplémentaire que vient de franchir la Biélorussie en accueillant les armes nucléaires tactiques que Moscou menace d'utiliser contre les Ukrainiens et qui sait peut-être demain contre les Européens. Est-ce un nouveau front qui est en train de s'ouvrir? On va en discuter avec Anastasia Shaposhkina, présidente du think tank Eastern Circles et également maître de conférences en géopolitique à Sciences Po Paris. Et c'était il y a 15 jours à peine. Vladimir Poutine glaçait d'effroi l'Europe en agitant la menace nucléaire, cette fois non plus depuis Moscou, mais aux portes même de l'Union européenne. Natacha Milray nous en parlait pour France 24. Un accord entre alliés. La Russie a décidé de stationner des armes nucléaires sur le territoire de son voisin et partenaire, la Biélorussie. Le pays dirigé par Alexandre Loukachenko est frontalier avec plusieurs États membres de l'OTAN. Selon le président russe, cette initiative ne viole pas les accords de non-prolifération nucléaire. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko soulève depuis longtemps la question du déploiement d'armes nucléaires tactiques russes sur le territoire biélorusse. Les États-Unis placent depuis longtemps leurs armes nucléaires tactiques sur le territoire de leurs alliés, les pays de l'OTAN en Europe. Nous avons convenu d'en faire de même, sans violer nos obligations, j'insiste, sans violer nos obligations internationales en matière de non-prolifération des armes nucléaires. Vladimir Poutine n'a pas précisé quand cet arsenal serait transféré en Biélorussie. Mais la construction d'un centre de stockage devrait être achevée d'ici le 1er juillet et 10 avions capables de transporter des armes nucléaires tactiques sont déjà sur place. De son côté, Kiev met en garde la Biélorussie sur les conséquences de ce déploiement. La déclaration de Poutine sur le placement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie, une étape vers la déstabilisation interne du pays, maximise le niveau de perception négative et de rejet public de la Russie et de Poutine dans la société biélorusse. Le Kremlin a pris la Biélorussie en otage nucléaire. Si la Biélorussie ne prend pas directement part au conflit, elle sert de base avancée à Moscou depuis le début de la guerre pour mener des frappes et conduire son offensive sur l'Ukraine. Alors Anastasia Shaposhkina, on sait depuis ce reportage que la Russie va positionner ses armes nucléaires tactiques près des frontières occidentales de la Biélorussie. De quoi inquiéter davantage les Occidentaux ? Donc, il y a quelques scénarios qui peuvent se jouer avec la Biélorussie, qui peuvent être utilisés par la Russie, donc pas seulement comme aujourd'hui pour l'entraînement de ses troupes, mais aussi pour le lancement des frappes directes dans les territoires, sur les territoires frontaliers de la Biélorussie, comme par exemple donc la Lituanie, par exemple, soit l'Ukraine. Et là, dans le cas, si on regarde le scénario avec l'Ukraine qui n'est pas l'État membre de l'OTAN, et là, on regarde le scénario avec l'utilisation de l'arme soi-disant tactique nucléaire, mais qui est quand même nucléaire, ça, c'est considéré pour l'instant aujourd'hui comme une des lignes rouges de l'Occident, des États-Unis notamment, et qui peut provoquer la réaction très forte. C'est ça que dit le président des États-Unis, Joe Biden, donc qui va absolument provoquer la réponse. Et ensuite, le deuxième scénario, si jamais c'est une frappe de n'importe quel type, soit nucléaire, soit conventionnel, parce que ces avions sont capables de frapper jusqu'à 400 km, même si c'est une frappe conventionnelle, sur Lituanie par exemple, ce serait une frappe sur un État membre de l'OTAN, donc qui, par défaut, déclenche la nécessité de répondre. C'est une menace vraiment nouvelle de la part des Russes? On le sait, il y a l'enclave de Kaliningrad tout de même, qui est frontalière à la fois de la Pologne et de la Lituanie. Et dans l'enclave de Kaliningrad, la Russie a continué à renforcer sa présence militaire, et y compris les livraisons des armes. On sait que pendant l'année 2022, la Lituanie, à un moment, ils ont gelé le transfert de tout type de livraison à travers de sa territoire, parce que pour accéder à l'enclave de Kaliningrad, il faut traverser la Lituanie. Donc, pour cette raison-là, justement, parce qu'ils ont
peur, il craint vraiment, c'est justifié que la Russie, effectivement, a beaucoup augmenté leur provision, leur stockage d'armes dans cette enclave. Et ça, bien sûr, ça inquiète beaucoup. En plus, mais il faut mettre ces mots de Vladimir Poutine quand même dans le contexte où il a répété les menaces nucléaires pendant toute l'année 2022 et c'est fait partie, cette répétition et ce discours de moyens de dissuasion, de soutien occidental pour l'Ukraine surtout, et pas forcément témoin de ce que Vladimir Poutine va faire. Pas forcément pour une agression, hein, dites-vous. Alors que cherche à faire réellement Vladimir Poutine avec la Biélorussie? Il peut s'en servir pour ouvrir un autre front avec l'Ukraine. Luc Lacroix à Moscou pour France Télévisions. Oui, bonjour. Alors, il y a d'abord la communication, la bonne entente, ostensiblement affichée, la signature d'accords, la perspective, même si c'est un serpent de mer, d'une intégration plus importante entre la Russie et la Biélorussie. Et tout ça, c'est très important pour la Russie parce que ça lui permet de dire que même si elle est en rupture totale avec l'Occident, elle n'est pas isolée complètement sur la scène internationale. Alexandre Loukachenko a d'ailleurs eu ces mots en disant « Les Occidentaux, ce ne sont pas nos amis ». Loukachenko qui est, depuis les manifestations qui ont eu lieu dans son pays en 2020, complètement dépendant politiquement et financièrement de la Russie. Il a été comme vassalisé, mais il y a un pas qu'il se refuse jusque-là à franchir, c'est d'être impliqué directement dans cette guerre en Ukraine, c'est d'envoyer des soldats biélorusses combattre aux côtés des Russes. Alors il apporte tout de même un soutien qui est essentiel pour la Russie puisqu'il a laissé les Russes utiliser son territoire, il participerait à la formation de recrues russes, il aurait fourni du matériel et puis dernièrement, il a accepté que les Russes déploient des armes nucléaires tactiques sur son territoire. Tout cela, c'est bien sûr très important. Ça force en plus les Ukrainiens à maintenir le long de leur frontière nord avec la Biélorussie des troupes qui ne combattent pas directement les Russes en Ukraine. Anastasia Chapochkina, la Russie a d'abord pensé pouvoir envahir l'Ukraine par la Biélorussie, un espoir aujourd'hui définitivement abandonné par Moscou. Il y avait encore en décembre des scénarios par des analystes biélorusses de la sécurité, de la défense et russes que l'offensive de l'hiver, entendu russe, va inclure les scénarios de réinvasion de l'Ukraine, soit dans la direction de Kiev, donc en passant par Tchernihiv, soit dans la direction de tout ce qui est Volhyne, donc en passant plutôt par l'ouest de l'Ukraine pour justement couper les voies d'approvisionnement qui sont cruciales pour la possibilité de tenir. Mais déjà, géographiquement, pour passer par l'ouest de l'Ukraine, surtout de la direction de Biélorussie, entraînerait n'importe quelle armée dans les marécages, donc vraiment dans les marais qui sont très, très difficiles à traverser. Historiquement, c'est un territoire assez difficile à envahir. Et tout ce qui est ni un ni l'autre scénario n'ont pas été réalisés en cours de ce qu'on a vu en tant que la deuxième offensive russe et qui s'est plutôt concentrée sur la direction de l'Est de l'Ukraine. Donc pour l'instant, il y a plutôt, dans ce qu'on observe dans les télégrammes de 1000 blogueurs russes, c'est plutôt l'anticipation et perception assez craintive de ce qui est la contre-offensive ukrainienne qui se prépare du printemps. Toutes les discussions sont concentrées plutôt au-dessus que sur une nouvelle étape de l'offensive russe. Alors, on en parle depuis tout à l'heure, mais quel est donc ce pays, la Biélorussie, Aurélie Schiller? Et la Biélorussie, c'est ce pays représenté ici en jaune. Il est souvent considéré comme la dernière dictature d'Europe. Alors, il est présidé par Alexandre Loukachenko, qui est au pouvoir depuis 1994. Cela fait presque 30 ans. Et la Biélorussie, eh bien, elle est grande par sa taille. Regardez sa superficie, 207 600 km². C'est un peu plus du tiers de la superficie de la France métropolitaine. Et paradoxalement, eh bien, la Biélorussie n'a pas tant d'habitants que cela, 9 500 000 habitants. Sa capitale, eh bien, c'est Minsk et vous le voyez ici, la Biélorussie n'a pas d'accès à la mer. Elle est entourée de 5 pays voisins, la Russie évidemment ici à l'est, l'Ukraine ici au sud, 890 km de frontières séparent les deux pays et puis la Biélorussie partage également près de 1000 km de frontières avec l'Europe et ces pays, la Lettonie,
Lettonie, la Lituanie ou encore la Pologne. Ce sont des pays membres de l'OTAN. Et vous le voyez, eh bien, la Biélorussie est un pays totalement enclavé. Et aujourd'hui, eh bien, il est en plein cœur du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors jusqu'à présent, Anastasia Chapochkina, la Biélorussie s'est abstenue d'intervenir directement dans le conflit. Elle n'a pas de combattants en Ukraine, c'est important de le dire. Effectivement, et la population biélorusse ne soutient pas la guerre, malgré la propagande officielle biélorusse qui est encore plus folle que la position officielle du gouvernement. La population, vraiment, d'abord, elle n'a pas soutenu la guerre par les liens quand même avec l'Ukraine, qui économiquement, politiquement, étaient assez fortes. La Biélorussie n'était pas l'État qui s'est précipité, par exemple, de reconnaître la Crimée en 2014, l'annexion de la Crimée, ni les enclaves de la DNR et LNR à l'est de l'Ukraine. Mais aussi, de la part de la population même, on a vu, donc politiquement, le gouvernement même était assez réticent en 2014, et ensuite, la population, donc bien sûr, il y a beaucoup de liens familiaux, les liens sociaux entre la Biélorussie et l'Ukraine, et au début de l'invasion totale russe de l'Ukraine en 2022, on a vu autour de 80 différents actes de sabotage sur la frontière biélorusse-ukrainienne, y compris plusieurs sabotages qui ont permis de vraiment ralentir les livraisons des armes par le voie ferrée. La Russie semble aujourd'hui utiliser le territoire biélorusse comme bon lui semble, en équipant notamment ce territoire d'armes nucléaires. Les autorités biélorusses n'ont pas leur mot à dire. Quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui d'Alexandre Loukachenko vis-à-vis de Moscou? Depuis août 2020, quand il y avait estimé 300 000 personnes qui ont manifesté à Minsk et partout en Biélorussie, en protestant les résultats des élections présidentielles, les dernières élections où le président Loukachenko a supposé avoir gagné. Oui, on va en reparler dans un instant. Sur les circonstances mystérieuses. Donc, après ces manifestations, Loukachenko est devenu complètement dépendant de Moscou, politiquement, dans le sens militaire, dans le sens peut-être même police intérieure, même si sa police et son KGB est très contrôlé par lui personnellement, il sait qu'il peut compter sur Vladimir Poutine pour la répression de n'importe quelle échelle, et aussi économiquement, complètement dans la situation de relation entre le vassal et le suzerain. Les deux pays ont signé plusieurs traités qui remontent aux années 90. On a vu Loukachenko cette semaine à Moscou. On va vers quoi? Une fusion-absorption, comme le laisseraient entendre des documents qui ont fuité dans des think tanks et dans la presse occidentale. On dit que Moscou envisage d'absorber à horizon 2030 la Biélorussie. Et ça, justement, c'est un autre côté de Loukachenko, et ça montre son talent politique, de la bête politique qu'il est, qui a réussi depuis quand même 23 ans, le début de ces signatures, de ce même type de traité, de contrat entre la Biélorussie et la Russie, avec le même exact objectif d'absorber la Biélorussie ou de le faire en État uni, législativement, parlementairement parlant. Et jusqu'à aujourd'hui, dans les 23 ans, malgré toutes ces faiblesses, malgré toutes ces dépendances et malgré toutes ces limites quand même de Loukachenko, on n'a pas vu ça passer. Et pourquoi les Russes, même eux, ils comprennent ça, ils disent à l'horizon de 2030. Bon, vu l'âge d'Alexandre Grigorievich, on peut supposer qu'à l'horizon de 2030, peut-être, il peut être remplacé par une marionnette parce qu'il peut peut-être être mort de sa mort physique. Mais justement, peut-être dans ce contexte-là. Mais avant qu'il soit mort, l'expérience de 23 dernières années nous montre que c'est peu probable. En tout cas, ils ne perdent pas de nord, les Biélorusses. Malgré la guerre, les autorités vantent le charme de leur pays aux touristes dans un spot promotionnel, tout à la gloire de la culture et des paysages de la Biélorussie. La profondeur et la force de notre terre qui remplit tous les voyageurs. La profondeur et la force de notre terre qui nous remplit nous-mêmes. En cherchant des moments précieux, tu gagneras beaucoup plus que prévu. Et même si tu pars loin, tu trouveras toujours de nouveaux amis. À la découverte du Bélarus. Et rappelons que le Quai d'Orsay lui déconseille fortement aux touristes français toute visite en Biélorussie actuellement. On se retrouve dans un instant, juste après un journal sur France 24.
France Info et France 24 présentent Suite du monde dans tous ses états, la Biélorussie, prochain front de la guerre en Ukraine. On en débat, en tout cas, avec vous toujours, Anastasia Chapochkina. Depuis le début de l'invasion russe, ils ont un pied dedans, un pied dehors, les Biélorusses, prêts à participer à des actions de formation et des manœuvres militaires. Pas au-delà, jusqu'à présent, même si l'Ukraine se méfie de son voisin biélorusse et renforce sa frontière. Reportage de Dorothée Oliéric et Régis Maté pour France Télévisions. Des militaires russes en manœuvre à quelques kilomètres de l'Ukraine. Avec ces images diffusées par le ministère russe de la Défense, Moscou montre les muscles. Le message est clair, tous ces soldats déployés en Biélorussie se préparent pour la guerre. Côté ukrainien, gardes-frontières et militaires envisagent le pire scénario, celui d'une nouvelle invasion russe. Le chef d'état-major ukrainien est persuadé que Vladimir Poutine va recommencer. Alors, il renforce fortifications et tranchées. C'est pour notre défense avant tout. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une guerre d'artillerie. C'est ça notre sécurité, notre vie. S'enterrer, c'est se protéger des éclats, des bombes et des missiles. Et mieux attaquer. Je n'ai aucun doute sur le fait de stopper cette horde de Russes qui va essayer d'avancer depuis la Biélorussie. Nous avons suffisamment d'armes, notamment beaucoup de missiles anti-chars. Pour les Ukrainiens, cette présence russe en Biélorussie pourrait être aussi une tentative de diversion. Les Russes nous attaquent aussi ici de plus en plus pour nous empêcher d'envoyer plus d'hommes dans le Donbass. Mais si les Russes franchissent la frontière, ils essaieront d'aller jusqu'à Kiev. Je dis bien essayer. Ils n'y arriveront pas. Anastasia Chapochkina, pour certains observateurs, c'est la contestation en Biélorussie. Il y a la réélection controversée de Loukachenko en 2020 qui serait à l'origine du raidissement de Vladimir Poutine et l'aurait incité à envahir l'Ukraine. Effectivement, il y a des analystes qui pensent que si les protestants biélorusses iraient jusqu'à la prise du palais, parce qu'à un moment, les protestataires iraient jusqu'à la prise du palais, parce qu'il y avait un moment, ce moment où ils étaient très proches, ils étaient entourés et très peu protégés. Mais la décision par les leaders de ce moment, de protestateurs, a pris la décision de ne pas le prendre, pour ne pas justement faire couler le sang. En revanche, ils ont eu la répression interne, mais ce que argumentent certains analystes, c'est que si jamais il y avait cette tentative de prendre le palais, la réponse de la Russie serait l'invasion de la Biélorussie. Parce que regardez, c'est exactement ce qui s'est passé en Ukraine en 2014. Je pense que c'est quand même, c'est-à-dire, cette évolution peut être vraie. Mais pour moi, c'est-à-dire qu'on nie toute indépendance politique au peuple biélorusse et au peuple ukrainien dans ce cas. On les met dans le fatum accompli quand les Russes dirigent tout. Et en Ukraine... Un peu comme la fin du printemps de Prague. Oui. Exactement. Et là, c'est ce que montre l'expérience ukrainienne. Le fait accompli n'est pas forcément accompli. Que l'armée la plus grande mondiale peut quand même être confrontée, être résistée. La guerre n'est pas finie, mais les résultats jusque-là se montrent complètement à l'inverse de ce qu'on a vu. Et la raison pour ça, c'est parce que le peuple, y compris le président, mais tout le peuple a décidé de résister. Pour moi aussi, les plans russes ont été faits indépendamment de la Biélorussie, la préparation pour la guerre de l'Ukraine, il y a beaucoup maintenant de matériel qui est disponible dessus, on suppose, a eu lieu et commencé beaucoup plus tôt que 2020. Alors tout de même, à l'époque, Alexandre Loukachenko est déclaré vainqueur, mais l'opposition refuse de reconnaître la défaite de son adversaire, Svetlana Tikhanovskaya, soutenue par une partie de l'opinion publique. Loukachenko va jusqu'à faire arrêter un opposant, Roman Protasevich, après le déroutage de son avion vers Minsk. Et puis face aux protestations occidentales, la Biélorussie est alors accusée de mener une guerre hybride contre l'Europe en se servant des migrants. Exactement. Donc là, déjà, en Biélorussie, ce qui s'est passé ensuite de août 2020, c'est que tout le paysage politique était complètement cimenté. Les trois leaders de l'opposition biélorusse ont été mis en prison. Leurs femmes sont retrouvées dans la position de leader de facto. Et ensuite, certaines ont été mises en prison, certaines se sont retrouvées en exil.
Donc, il n'y a plus aujourd'hui, on ne peut pas parler vraiment de la position qui reste en Biélorussie. Ensuite, Loukachenko, il a plusieurs stratégies et il y a plusieurs approches. La stratégie vraiment cruciale pour Loukachenko pendant beaucoup d'années était de jouer la Russie contre l'Occident, en disant en Occident, je peux être votre dernier partenaire en négociant avec la Russie, ou utiliser l'Occident pour trouver le plus de l'argent de Moscou. Et donc, là, cette formule aujourd'hui n'est plus possible, n'étant plus possible après 2020. Ce que Loukachenko a essayé de faire pour se remettre sur la table de dialogue avec l'Occident, c'était de créer une crise artificielle des migrants qui ont été importés de l'Irak, d'Afghanistan, pour ensuite leur faire parler à lui pour stopper la crise artificielle qu'il avait créée. Alors, en réaction, la Pologne avait construit un mur à sa frontière avec la Biélorussie. Aujourd'hui, quelles sont les craintes de l'Europe? Alix Le Bourdon pour France 24 à Bruxelles. En effet, Raphaël, depuis que Vladimir Poutine a annoncé sa volonté de déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, l'inquiétude se fait sentir. Ici, à Bruxelles, les Européens craignent de voir un arsenal nucléaire transféré en Biélorussie, un pays qui se situe aux portes de l'Union européenne et qui est frontalier de l'Ukraine. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a immédiatement condamné cette décision, la qualifiant d'escalade irresponsable, et il a promis de nouvelles sanctions contre la Biélorussie si le pays devait accueillir de telles armes, sans pour autant préciser la forme que pourraient prendre ces nouvelles sanctions. Vous le savez, depuis l'été 2020, le régime biélorusse est déjà sous le coup de sanctions européennes. Ces mesures restrictives touchent plusieurs domaines comme l'énergie ou les transports, mais également près de 200 personnalités, dont le dirigeant biélorusse lui-même, Alexandre Loukachenko. Elles avaient été prises à la suite de la répression féroce de l'opposition dans le pays. Elles avaient été prolongées par la suite lorsque la Biélorussie a soutenu l'invasion russe en Ukraine. Alors l'opposante, Svetlana Tikhanovskaya, vient d'être condamnée par un tribunal biélorusse à une peine de 15 ans de prison pour trahison et conspiration en vue de prendre le pouvoir. Depuis son exil européen, elle incarne une alternative encore à Loukachenko aux yeux des Biélorusses, où ils n'y croient plus. Je pense que c'est difficile à y croire. Déjà, peut-être il y a des gens, bien sûr, qui cherchent l'alternative et qui attendent qu'un jour, la plupart des Biélorusses, ils ne soutiennent plus Loukachenko. Et ça s'est montré aussi pendant 2020, mais ça s'est su aussi avant, et par les gens qui suivaient ce pays. Par contre, sur l'influence des personnes qui sont sorties du pays, qui n'ont plus mis pied depuis des années, etc., c'est très difficile de s'y projeter. Et si on envisagerait qu'aujourd'hui, Loukachenko est mort, est-ce que c'est Svetlana Tikhanovskaya qui pourrait justement revenir dans le pays et être en sécurité physique? Là, c'est très difficile à supposer. On vient d'évoquer l'Europe. Loukachenko caressait un temps des rêves d'Europe. En tout cas, on lui prêtait des rêves d'intégration à l'Union européenne. Il a lui-même aujourd'hui enterré tout espoir d'adhésion. Les Biélorusses eux-mêmes, ils y croient éventuellement? Les Biélorusses, je pense que c'est deux histoires complètement différentes. Oui. Les Biélorusses, en tant que peuple, ils sont déjà en Europe. Ils font partie de l'Europe, ils sont physiquement en Europe. Il y a des millions. Ils ont déjà sorti de la Biélorussie pendant toutes les années, depuis son indépendance. Il y a plein de partout. Donc les Biélorusses, aujourd'hui, puissent encore le faire et ils le font à la plus grande vitesse. Surtout les meilleurs, surtout les secteurs IT qu'on a découvert depuis 2020, qui est beaucoup sorti après. Puis des cerveaux. Exactement, des cerveaux. Ensuite, tout ce qui concerne Loukachenko, il est devenu tellement toxique pour ses partenaires occidentaux depuis 2020 que plus personne ne peut toucher. Donc, bien sûr, ce qui a rendu sa stratégie historique de jouer la Russie contre l'Occident absolument puissant. Aujourd'hui, j'imagine très difficilement sous quelles conditions l'Europe pourrait être convaincue de recommencer le dialogue avec Alexandre. Parce que Loukachenko est devenu infréquentable malgré l'accord de Minsk pour tenter de mettre un terme à la crise ukrainienne, justement. Il est aujourd'hui infréquentable. C'est pas seulement la nostalgie de l'URSS qui explique la trajectoire de Loukachenko aujourd'hui. L'échec de l'accord de Minsk témoigne de l'efficacité de Loukachenko en tant que médiateur. Et en général, on pourrait supposer que le choix de Minsk était vraiment symbolique et fait plutôt par Moscou que par Minsk. Mais tout ce qui est la trajectoire soviétique, c'est exactement ça qui était le symbole le plus important de tout le règne de Loukachenko, qui il n'a pu apporter malheureusement absolument rien à son pays dans le futur, et il a toujours resté dans le passé, y compris par le système oligarchique où lui il est le seul oligarque, y compris par le système nationaliste et centralisé de toute l'économie. Alors retour 17 ans en arrière, nous sommes en 2006. Alexandre Loukachenko vient tout juste d'être élu, déjà pour la 3e fois à la présidence de la Biélorussie, un pays qu'il dirige d'une main de fer depuis la dislocation de l'Union soviétique. C'est un sujet d'Anne Poncinet pour France Télévisions.
omniprésent à la télévision, Alexandre Loukachenko. Que ce soit en hockeyeur, en Latin lover ou en mineur de fond. Déjà 12 ans de pouvoir et une constitution taillée sur mesure pour être de nouveau candidat. Il cultive son image de petit père du peuple, prévisible. Vous savez, les gens du peuple, ils se disent, ce Loukachenko, bon ben, on en a un peu marre, mais avec lui, ça marche. Et au moins, on le connaît. C'est un peu comme si ici l'URSS n'avait jamais tout à fait cessé d'exister. 80% de l'économie sous contrôle étatique, pas de ces privatisations sauvages qui ailleurs ont enrichi quelques-uns pour dépouiller beaucoup d'autres. Des salaires certes bas selon nos standards mais réguliers et plutôt en hausse. Dans cette fabrique modèle de cuisinière, cantine, crèche, cabinet médical et épicerie d'usine. En Biélorussie, on s'occupe beaucoup de nous et ça me plaît. C'est la sécurité et la stabilité. L'envers du décor, un État policier comme on n'en fait plus en Europe. Or, la ligne officielle Point de salut en témoigne ce journal indépendant, la volonté du peuple. Ici, c'est la répression et depuis longtemps. Notre journal est tout simplement interdit d'imprimerie, interdit de kiosques et de système de distribution. Jusqu'à présent, le journal était imprimé en Russie voisine, mais cette semaine, même ses exemplaires ont été saisis. On l'oublie, mais à l'époque, la Biélorussie était en conflit avec Moscou à propos du gaz russe. Comme quoi, les temps ont bien changé, Anastasia Chapochkina. Oui, effectivement. Donc là, vous parlez de 2006, où il y avait la crise gazière en Europe, surtout autour du conflit de l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie sur le prix du gaz, de transit du gaz. La Biélorussie étant aussi un pays transit d'un autre gazoduc, qui s'appelle Yamal. Et là, c'est le gazoduc qui a la capacité beaucoup plus petite, 5 à 6 fois plus petite que la capacité du gazoduc qui passe par l'Ukraine, mais quand même qui a donné à ce moment-là le pouvoir de négociation à Alexandre Loukachenko. Par contre, depuis, la situation a beaucoup changé. Aujourd'hui, économiquement, la Biélorussie dépend complètement de la Russie. Jusqu'à il y a quelques ans, la Biélorussie a bénéficié et a fait entre 3 et 4 milliards de dollars par an juste de la rente qu'elle a reçue de Moscou en percevant le pétrole pas cher et en le revendant par les produits pétroliers beaucoup plus chers, d'abord à la Russie et d'une petite partie en Europe aussi. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. La Russie ne donne plus de l'argent gratuit en Biélorussie. Elle donne plutôt que les crédits et que pour les lignes de production les plus importantes, y compris dans le secteur militaire. Merci beaucoup Anastasia Chapochkina. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur nos sites internet franceinfo.fr, france24.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour Le Monde dans tous ses états.